Bonjour, je me réjouis de partager avec vous un temps, non pas de méditation cette fois, mais de réflexion autour de l'attention. Commençons. Il existe un jeu sur le temps à pratiquer le soir. Rembobiner la journée à l'envers en partant de l'instant présent. Ce jeu, censé aiguiser la mémoire, prévenir Alzheimer, nous persuader de la vanité des choses, ce jeu m'a consternée. Il m'a mise en face de mon incapacité à me souvenir correctement d'un passé si récent qu'une journée qui s'achève. Mais comment cela se faisait-il qu'il y eut tant de blanc dans ma mémoire? Qu'est-ce qui me manquait? Et comment y remédier? Après réflexion, j'ai pris la décision de ne plus jouer. Mais j'aurais pu aussi faire plus attention à ce que je vivais, puisque c'est l'attention qui donne la conscience de ce qui se passe et la possibilité de s'en souvenir. Selon la neuropsychologue Morgane Bernard-Bonnet, dans le blog qui porte son nom, cette habileté, à savoir l'attention bien sûr, est définie comme étant une tension de l'esprit vers un objet à l'exclusion de tout autre. Et l'Institut du cerveau précise que cela permet de s'adapter à l'environnement. Par exemple, s'il grêle des balles de ping-pong et que nous y ayons fait attention, nous resterons à la maison. Mais, dans le cas contraire, notre crâne pourrait bien ressembler à une boîte à œufs. L'attention peut donc être une question de vie ou de mort. Elle mérite donc un peu d'attention. De quoi dépend-elle? À quoi s'applique-t-elle? Que se passe-t-il selon l'orientation de nos choix? Pour la définir plus précisément, tournons-nous vers les informations de la langue française. Attention, ça vient du latin ad, qui veut dire vers, et de tendere, qui veut dire tendre. L'étymologie confirme donc à 100% la définition de Madame Bernard-Bonnet, parce que dans tendre son esprit vers, il y a mouvement et direction, projection vers, projection de la conscience. À partir de là, notre attention peut aller à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, en un mot, vers l'extérieur. Mais rien ne nous empêcherait de la diriger vers l'intérieur, vers notre corps par exemple. Seulement, nous ne l'avons pas appris et nous ne savons pas le faire. À vrai dire, quand il nous prend de regarder par là, il n'y a rien. Comme disent les enfants, c'est nul. Nous avons donc l'habitude de la diriger exclusivement vers l'extérieur. Et le mot attention va avec le verbe faire, qui est quand même le verbe de l'action par excellence. On dit faire attention. Et en continuant la phrase, on tombe sur la préposition à. On dit faire attention à quelque chose. Alors là, c'est encore plus directionnel. Ça veut dire que le verbe va vers ce qui le complète, qu'on appelle justement un complément et même un complément d'objet. Le but ou l'objet de l'attention est donc déterminant, parce qu'il indique quelle sera la spécificité de cette attention. On dit bien, et parfois même on le crie, « Attention !» sans complément, mais celui-ci est toujours sous-entendu. Attention aux piétons, attention, le spectacle va commencer, ou encore avec faire, mais fais donc attention à ce que tu fais, à ce que je te dis, etc. Connaître les domaines de l'attention, ça nous aidera donc à la définir autant que de nous intéresser à sa source. En somme, l'attention a deux pôles et la grammaire nous incite à les analyser, le sujet et le complément d'objet. Qui fait attention et à quoi? Donc revenons au sujet du verbe, l'émetteur de l'attention. Celle-ci étant donc définie par Madame Bernard-Bonnet comme une orientation de l'esprit vers quelque chose, à l'exclusion du reste, j'ai pensé à la comparaison avec une photo et son appareil, et la métaphore m'a bien plu parce qu'elle montre que l'attention dépend de nombreux facteurs et qu'elle n'est pas si facile à exercer. En premier lieu, quand on prend une photo, on doit tenir compte de la qualité de l'appareil. On voit aussi précisément l'objet que la qualité de l'appareil le permet. Je me souviens avoir pris un certain nombre de photos étonnamment voilées. Finalement, c'était dû à la marque des doigts remplis de goûter de mes petits-enfants sur le viseur. L'attention dépendra donc de notre appareil personnel, de notre état général de santé.
Si l'appareil dysfonctionne, il n'y aura pas ou moins d'attention. Le sourd ne prêtera aucune attention à ce qu'on lui dira parce qu'il n'a pas d'oreille. Comme dit le proverbe que j'invente à l'instant, qui a le nez bouché ne sent pas le gâteau brûlé. Cela nous mène tout droit aux différents capteurs dont nous avons besoin dans la vie pour faire attention à notre environnement et nous y adapter. Bouddha les a enseignés très clairement, ce sont les 5 sens et la conscience que nous en avons. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. C'est pourquoi on parle aussi d'une oreille attentive, d'un regard attentif, etc. Et à ce titre, il faut un bon fonctionnement sensoriel pour apprécier pleinement un verre de vin. En plus du goût, l'oreille est concernée par le bruit du bouchon, la vue par la couleur de la robe, le sens olfactif par le bouquet et le toucher interne nous indiquera si le vin est rond en bouche ou non. Bouddha nomme en plus de ces 5 consciences une 6e conscience, celle de la pensée. Nous y reviendrons. Donc la qualité de l'appareil dépend, ou plutôt la qualité de la photo dépend de celle de l'appareil. Ajoutons la stabilité de celui qui le tient. Plus nous sommes, du point de vue physique bien sûr d'abord, mais aussi psychologiquement et mentalement stables, plus la photo sera bonne. Ainsi, les maîtres des arts martiaux enseignent-ils que celui qui est capable de se maintenir centré, concentré même, le temps nécessaire, tout le temps nécessaire à faire donc attention sans jamais lâcher, il possède la clé de la réussite. Depuis la Chine ancienne, les guerriers de l'empereur étaient entraînés à l'attention totale et immobile dans la durée, un mouvement involontaire, ne serait-ce que des yeux. Et c'était la défaite parce que cela signalait à l'adversaire une faille de l'attention dont il se hâtait de profiter. À l'inverse, moins nous avons de stabilité, moins nous avons de possibilités d'attention, comme si le photographe était atteint de tremblement. Si nous venons de nous faire plaquer, il sera assez difficile de nous concentrer durablement sur autre chose. Et on sait comment le trac peut vider la mémoire et empêcher toute adéquation à ce que la vie demanderait. Passer un examen, entrer sur une scène, etc. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. C'est désigné sous le signe dont vous avez peut-être entendu parler, TDAH. Or, les travaux de Jean-Philippe Lachaud, neurobiologiste spécialiste de ce domaine à l'INSERM, attestent que l'attention est essentielle à la fonction cognitive. Incapables de maintenir notre attention suffisamment longtemps, nous n'aurons pas les conditions nécessaires pour apprendre ne serait-ce qu'à l'école. Pour soigner ce handicap, à part des aides médicamenteuses, on met principalement en place des façons de vivre qui n'ajoutent pas d'autres raisons psychologiques et émotionnelles à ce déséquilibre de l'attention déjà très difficile à vivre. C'est pourquoi, dit-on, il est essentiel que le diagnostic soit porté. Cela donne moyen à l'entourage de faire attention, à s'adapter, sans rajouter ni stress ni culpabilité. Frapper le cul-de-jatte parce qu'il ne veut pas sauter ne lui a jamais rendu ses jambes. Gardant la comparaison avec la photo, nous en arrivons troisièmement à la justesse de la focale, dite aussi mise au point. Il s'agit du réglage de l'appareil en fonction de la distance entre son centre optique et l'objet à photographier pour la netteté de l'image et l'ouverture du champ. C'est tellement délicat qu'aujourd'hui, tous les appareils et les téléphones proposent l'option du réglage automatique. Au niveau de l'attention, la comparaison est éclairante autant pour la netteté de l'image que pour le champ du cadrage. Prenons d'abord la netteté. Puisque la netteté de l'image dépend du choix de la distance, sommes-nous à la bonne distance de ce que nous observons? Puisqu'elle dépend de l'ouverture de la pupille, avons-nous toujours assez de neutralité dans l'attention? Si nous ne trouvons pas la distance juste, ni l'accommodation juste, notre perception de la réalité sera défaillante. La vie amoureuse en est un bon exemple.
Il arrive dans ce domaine que la mise au point de notre appareil soit imparfaite et que notre attention soit faussée. Nous ne voyons pas les choses clairement, comme aussi avec des jumelles mal réglées. Trop d'affect, trop d'émotions empêchent un réglage adéquat, et on peut regarder longtemps et mal en même temps. D'ailleurs, le proverbe ne reconnaît-il pas que l'amour est aveugle? Pour le degré de focalisation, ensuite, qu'on appelle zoom aussi, la question est délicate. Car justement, le propre de l'attention, c'est de n'éclairer qu'une part de ce qui est pour mieux le voir, en faisant passer le reste au second plan, voire en l'ignorant complètement. Nous gagnerions à prendre conscience, au sujet de l'ouverture du champ, que si notre attention néglige certains détails et se contente d'embrasser vaguement trop d'éléments comme dans un plan général, nous n'aurons pas toutes les informations nécessaires. Parce que ce qui est près de nous sera vu trop petit et donc imprécis. Si au contraire notre attention est trop focalisée, alors nous ne verrons rien de l'image globale et nous manquerons aussi des informations nécessaires à notre existence. Imaginons une BD faite d'une succession de gros et très gros plans. Une verrue, puis une phalange poilue, puis un nuage, un bout de balcon, et ce, pendant des pages et des pages. Nous finirions sans doute par ne rien comprendre. De même notre existence, quand nous ne prêtons attention qu'à ce que nous avons sous le nez sans vision d'ensemble. C'est ce qui nous arrive quand nous sommes amenés à conduire notre vie la tête dans le guidon. En fin de compte, ce qui capte notre attention, c'est le guidon. Nous risquons des erreurs de choix, de comportement, et même l'accident. Mais la distance juste entre le sujet et l'objet de l'attention n'est pas facile à trouver. Peut-être serions-nous aidés par cette question du photographe que j'ai posée déjà au sujet de la netteté. Suis-je à la bonne place? Enfin, un autre enseignement de cette comparaison de l'attention et de la photo nous ramène à la place du sujet avec l'importance du point de vue au départ de toute image. L'art du photographe est souvent celui de la justesse de ce point de vue. Un micro-déplacement suffit à changer le champ d'attention de l'appareil. Normalement, un élément intéressant se trouvera mis en valeur au premier plan, dans une image bien cadrée, et ce qui est d'une importance secondaire se trouvera plus loin. Et hors champ, ce qui n'en a pas, ce qui n'a pas d'intérêt. Et le photographe n'hésite pas à essayer plusieurs prises, à se déplacer, à se pencher, s'accroupir, à monter sur quelque chose, jusqu'à ce qu'il ait le point de vue le plus satisfaisant. Et nous-mêmes, sommes-nous donc à la bonne place pour exercer notre attention sur ce qui importe? Dans le domaine de l'attention, ce bon point de vue et ce bon cadrage donnent les moyens de ce qu'on appelle le discernement. Pour être plus sûr de l'exercer, de nombreuses écoles, depuis l'Antiquité, conseillent donc, comme pour la photo, de multiplier les postes d'observation, de les déplacer volontairement, de nous déplacer par rapport à eux, pour élargir l'analyse à la perception d'autrui et aux différentes évolutions possibles d'une situation, afin de modifier éventuellement sa propre position devant la situation. Alors, on en a une illustration dans le jeu d'échecs. Pour choisir le meilleur déplacement, un bon joueur doit anticiper les différentes configurations possibles du jeu et s'ouvrir à la tournure d'esprit de son partenaire ou de son adversaire, selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Cet exemple, ça valorise la concentration mentale et l'analyse sans affect. Mais bien sûr, et heureusement, la vie ne se réduit pas à cette dimension. La justesse du point de départ de l'intention non plus. Le plaisir d'être vivant sur la terre n'est pas principalement mental. Il est fait du plaisir d'aimer et d'être aimé, et d'en avoir conscience. La juste place est souvent celle du cœur, et notre cerveau le sait, puisqu'il y collabore. Oui, nous possédons des neurones dits neurones miroirs, qui nous permettent de prendre conscience de ce qu'éprouve l'autre et de nous ouvrir à des relations généreuses. C'est ce qu'on nomme l'empathie. Qu'il s'agisse du mental ou de l'émotionnel, donc. La
pertinence dans le choix de nos postes d'observation ne nous est quand même pas forcément naturel. Ce qui nous est naturel et sans aucun entraînement, c'est d'être capable de faire attention à ce qui n'est pas important et de louper l'essentiel. L'exercice du discernement, c'est donc une discipline de l'esprit qui nous ramène toujours à la même question. Suis-je moi-même, avec moi-même et avec les autres, à la bonne place? Puisque le poste d'observation est essentiel, qu'est-ce qui le détermine en nous? En commençant par le début, si nous observons le bébé, nous tombons sur la perception du temps qui passe. Le bébé ne comprend pas le temps, et savoir qu'il verra mémé demain ne l'intéresse pas. Même s'il aime bien sa mémé, ça l'intéressera quand il la verra, parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est la tétée de maintenant, ou d'observer comment, si on touche une antenne de l'escargot, il la rétracte. Son poste d'observation, c'est l'instant présent. Son attention est ouverte, innocente, tranquille. Dans son état habituel, il vit harmonieusement avec le reste du monde et même les gens qui ne le connaissent pas lui sourient quand ils le croisent. Le tout petit peut rester longtemps avec l'escargot, mais il n'a pas le développement du cerveau nécessaire pour être conscient du processus. En d'autres termes, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, il fait attention sans savoir qu'il fait attention. Son avantage sur nous est pourtant énorme parce qu'il aide à ce qu'il fait. L'attention calée sur l'instant qu'il vit. D'ailleurs, si nous reprenons la comparaison avec la photo, on voit bien que la dimension temporelle est essentielle. On ne peut prendre que celle qui s'offre au moment exact du déclic. Et c'est ce qui fait le prix des photos dites instantanées. Ça vous est déjà arrivé de vouloir prendre la photo d'un instant précieux et que le temps de chercher votre téléphone, l'oiseau s'était envolé? Moi oui. Heureusement qu'il y a les escargots. Le seul poste possible de l'attention, c'est le présent. Et nous l'avons perdu. Comment ça se fait? La première réponse, la première raison, me semble être l'absence de liberté qui a tué notre enthousiasme à la vie. En grandissant, tous les enfants, et nous aussi nous l'avons vécu, nous devons de plus en plus faire attention à suivre une direction indiquée par autrui. Les parents, l'école, les écrans, la société, la religion, etc. Les enfants doivent faire attention là et quand on le leur demande. Et ça les coupe de leur propre écoute interne, de la spontanéité de la vie. Bien sûr, l'éducation comprend une part de directivité. Et le radical du mot éducation, c'est conduire. Mais savons-nous laisser aux enfants l'espace d'être eux-mêmes, sans directivité, afin qu'ils soient dans le jaillissement spontané de leur vie, attentifs à ce qui leur plaît? Enfin, afin d'éviter l'asphyxie. Étant plus ou moins perdus nous-mêmes, c'est difficile. Et ensuite, tant de gens s'ennuient. Nous ne pouvons transmettre que ce que nous avons appris, et c'est une nouvelle raison de notre décrochage du présent. Parce que ce que nous savons principalement, c'est penser. Principalement? Non, parfois c'est même notre spécialité exclusive, au point que nous en avons conclu le fameux « je pense, donc je suis ». Pas j'aime, pas je sens, pas je me rends compte, donc je suis. Non, je pense. Du coup, comme il est crucial de faire attention à ce qui nous identifie, la pensée devient l'essentiel, et l'école est centrée sur les objets de savoir, c'est-à-dire de penser. Personne ne nous enseignera à renforcer notre capacité de présence. Personne ne nous aidera à prendre conscience que nous sommes en train de faire attention, ni comment nous y sommes parvenus, ni que ça nous rend heureux. Quand on a pris l'habitude de faire attention à ce que nous indique notre pensée, on entre dans le rétrécissement de la focale. On commence à ne faire attention qu'à ce qu'elle nous indique, cette pensée. Or, comme dit l'adage, on ne peut pas penser à tout. Si on oublie le corps, on perd notre seul poste d'attention important puisqu'on est dedans. Si on oublie le cœur, l'attention se dessèche et notre perception aussi. Et si on oublie les autres et la nature,
On sombre dans le tourniquet obscur d'un mental déconnecté. Dans ces conditions, nos photos ne sont bonnes que par coup de chance, et notre attention n'est pertinente que par hasard. Et alors, que se passe-t-il? Dans cet état, nous sommes disponibles à l'inattention et à l'automatisme dès qu'une habitude se profile. Elle est encore une raison d'oubli, l'habitude. Notre vie en est remplie depuis notre premier geste du matin. Bien sûr, c'est très utile d'avoir des habitudes, c'est une grande source d'économie d'énergie, puisque ça nous libère des efforts d'adaptation et de mémorisation, et que nous n'avons plus à affronter le stress d'une découverte constante. Seulement, nous pouvons du coup nous absenter et agir machinalement. Prenons l'exemple d'un trajet régulier. Au début, nous y faisons attention, puis nous tournons à droite, automatiquement, même quand pour une fois il faudrait tourner à gauche, et le paysage que nous regardions ne nous intéresse plus. Parce que pendant ce temps, nous ne coïncidons plus à ce que nous faisons. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons. Nous pensons sans savoir toujours à quoi. Voilà comment le soir, au moment de rembobiner la journée, ce moment risque d'avoir disparu de notre mémoire. Normal, il n'y était quasiment pas rentré. J'ai lu que c'est le fonctionnement normal du cerveau depuis des millénaires que la pensée divagante. Il n'y a donc pas lieu de culpabiliser, mais de là à nous identifier. En agissant ainsi par automatisme dans beaucoup de domaines, nous nous volons à nous-mêmes la présence à ce que nous faisons. Nous nous privons de l'émerveillement enfantin. Nous vivons machinalement. Un automate n'est pas un être vivant, et nous perdons, sans nous en rendre compte, le plaisir de la vie et d'être vivant. Qui se hâte a compris, disait Paul Valéry. Et plus grave, si nous nous souvenons que l'attention est un moyen de nous adapter à l'environnement, l'inattention a l'effet contraire. Elle nous met en danger, et peut-être les autres aussi. Combien de temps allons-nous pouvoir traverser la rue sans tenir compte des voitures qui circulent? Cet état d'inattention machinale nous amène un cran plus loin dans l'inattention, cran qu'on appelle la distraction. La distraction nous tire hors de nous et même, comme le dit le mot, elle nous tracte. Selon les bouddhistes, c'est un poison. Le sens est assez fort, vu que le poison, c'est souvent mortel. Et où nous tracte-t-elle, la distraction? Toujours dehors, et parfois nulle part, dans la lune, la confusion, l'indistinct brouhaha. Pas dans la conscience active, souvent vers l'agent de la distraction. Ce n'est plus nous qui choisissons, c'est de l'extérieur que vient le stimulus qui nous tracte vers lui, et au lieu que l'information vienne du dehors vers le dedans, c'est au contraire l'inverse qui se passe. Inconscient de nous, décentré, nous accordons machinalement notre attention à l'extérieur, au point que les neurologues ont parlé d'une attention passive. C'est une fuite d'énergie. Bien sûr, si nous voyons que la maison voisine se met à flamber, il faut accorder de l'attention à ce stimulus et réagir en conséquence. Mais remarquons que nous nous laissons aussi distraire par beaucoup moins, car à force de ne pas faire assez attention à notre vie, nous sommes vidés d'elle et de nous. Nous nous ennuyons et nous en venons à attendre d'être distraits. Il faut reconnaître aussi que notre distractivité est exploitée par des instances beaucoup moins distraites que nous et à qui c'est utile. Puisque la distraction nous met en position de réactivité au stimulus et nous éloigne de notre centre à nous, de notre attention à nous, à notre individualité, elle nous éloigne donc de la liberté. Notre manque d'attention à nos véritables besoins et aux mécanismes environnants fait de nous des êtres aisément manipulables. D'autant qu'en choisissant les stimulus, les émetteurs contrôlent les réactions. Si je vous attire dans une chambre froide, je sais que vous allez prendre un manteau. Et si je vous emmène vers la cheminée, vous l'enlèverez, c'est sûr. Notre dispersion, notre distraction font de nous des êtres à l'attention captable et aussitôt captée. Distraire l'attention d'autrui de l'essentiel au secondaire
entre donc en première catégorie dans les procédés de manipulation de l'opinion. Sans porter de jugement, on peut quand même constater que pendant qu'on se focalise sur l'interdiction de l'abaya à l'école, on ne voit pas d'autres réformes profondes des programmes et des financements de l'enseignement, et qu'une bonne épidémie de punaises de lit, ça vous détourne l'attention du salarié de l'augmentation actée de l'âge de la retraite. En stratégie militaire, cela porte même le nom de manœuvre de diversion. L'ennemi dirigeant son attention sur ses forces sur un leurre, l'attaque se passe sur un point moins défendu. Beaucoup de collégiens d'ailleurs ont aussi pratiqué ce genre de manœuvre pour dévier l'attention d'un copain à la cantine et lui piquer son dessert. Une autre raison de notre perte d'attention au présent, c'est que nos sens s'émoussent. Pourquoi ? Quand nous sommes déjà attentifs à quelque chose, le stimulus de diversion devra être plus fort que notre attention. On en fait souvent l'expérience avec la publicité qui interrompt nos émissions. Elle est plus forte en décibels et en luminosité que le reste, pour nous capter malgré tout. Mais pour nous protéger, et par la vertu de l'habitude, nous y faisons de moins en moins attention. Du coup, il y a surenchère. Dans les rues, les publicités papier sont remplacées par des pubs lumineuses, dans lesquelles, en outre, l'image fixe cède de plus en plus souvent la place à une autre qui clignote. Je me suis attardée un instant devant un film d'animation que regardait mon petit-fils. Les couleurs saturées, les mouvements simplifiés, les gros plans invasifs sur son grand écran m'ont fait penser que l'apprentissage de la lecture, avec ses petits signes noirs sur des feuilles d'un blanc terne, ça faisait pas le poids. L'attention tranquille au délicat, au subtil, ça me nuise à mesure que nos sens sont émoussés. Ce n'est pas de notre faute. Simplement, les capteurs biologiques qui déclenchent les circuits de récompense, la sécrétion de dopamine, demandent des doses de plus en plus fortes pour être mises en action, puisqu'ils s'adaptent à ce qu'on leur a déjà envoyé. Pour finir, certaines personnes en arrivent au point où il n'y a plus qu'une distraction plus forte. Pour les délivrer de leur première de leur premier état d'attention passive à un stimulus précédent. Eliot parle dans son poème 4 quatuors d'êtres au visage tendus et harassés, ouvrons les guillemets, distraits de la distraction par la distraction. Notre besoin de distraction s'apparente à l'addiction. De plus en plus fort, de plus en plus souvent. Les conséquences sont voisines à l'addiction aussi. Comme la faculté de faire attention est naturelle, l'enfance nous le montre sans cesse et les laboratoires de neuropsychologie l'ont repéré aussi, plus nous perdons la conscience de nous, plus le malaise nous guette. Il s'agit donc de nous désintoxiquer pour retrouver un état normal. Mais comment ? L'attention ayant besoin d'un objet, on peut décider d'inverser le mouvement et de la diriger vers le dedans au lieu de tout miser dehors. C'était déjà la préconisation des Védas, du taoïsme et de Bouddha au moyen de la méditation. Puis, dans les années 60, des études en laboratoire menées en Californie sur des méditants ont démontré scientifiquement que ce simple retournement de l'attention avait des conséquences bénéfiques importantes. Changement du rythme des ondes de notre cerveau vers un apaisement de l'ensemble du comportement, amélioration du sommeil, accroissement de la mémoire, diminution de l'impact de la douleur et même rajeunissement et guérison diverses. Tout ça sans dépenses excessives. Du coup, depuis, les études se sont multipliées partout et il s'avère que les cellules du cerveau des méditants sont plus saines que celles de la moyenne des gens et que leurs circuits neuronaux sont plus actifs et nombreux. La pratique de la méditation s'est dissociée de la recherche spirituelle. C'est devenu celle de la pleine conscience. Désormais, elle est pratiquée très largement en dehors de toute recherche spirituelle. La plupart des CHU en proposent et beaucoup de grandes entreprises aussi. Et j'ai vu dans mes recherches que récemment, la BNP s'y était mise aussi. Alors, que faut-il faire ? Et comment ?
Puisqu'il s'agit d'aller à rebours de nos habitudes d'attention vers l'extérieur, on doit s'éduquer à se retourner vers soi, à être présent à son maintenant et maintenant seulement, et à des objets de plus en plus fins, jusqu'à rencontrer non plus une attention à un objet, mais une attention sans objet. Il reste quoi? Une attention à l'attention, comme dit Philippe Lachaud, qu'on nomme aussi conscience consciente d'elle-même. C'est une aventure dans l'inconnu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de guides religieux ou laïques. Donc, tournant notre objectif vers l'intérieur, nous dirigeons l'intention et l'attention vers le volume interne de notre corps. Toutes les caractéristiques de l'attention sont là. Stabilité, tranquillité, choix du point de vue, mise au point de l'appareil. Et là, on découvre que si on ne voit pas l'intérieur du corps, on peut le sentir. Nous le savons déjà que nous avons un corps quand nous sommes malades ou blessés, et ce rappel ne nous fait pas plaisir, ou bien quand nos corps vivent des moments intenses par le sport ou l'amour. Mais pourquoi nous en tenir là? Les sages ont donc entrepris de suivre leur respiration comme un guide, depuis l'air inspiré de l'extérieur vers l'intérieur, pour se familiariser avec l'attention au souffle subtil et au mouvement vers le dedans du corps. Ils ont préconisé d'exercer une attention bienveillante vers chacune de ses parties, ses organes, ses glandes, ses os, avec une attention de plus en plus délicate, aimante et proche de ce qu'on observe. Les bouddhistes ont nommé cette approche vipassana et les taoïstes sourire intérieur. Émerveillés, ils ont découvert que notre corps était un lieu d'énergie relié à l'univers entier par des circuits dédiés, par des centrales internes et par le vide de nos atomes, vide rempli d'énergie que la physique quantique a désormais démontré. L'attention aux plus petits les a menés tout droit à la communication avec l'immensité. Au cours de ce travail, ils ont aussi rencontré les objets internes que sont nos émotions et nos pensées. Les bouddhistes les repèrent comme objets à cause de leur densité, qui apparaît en nous, passe et disparaît comme tous les objets, même si nous ne pouvons pas les employer par les mains. Parfois, nous les croyons constants à cause de leur rythme soutenu, au point de nous y identifier. Mais, disent les bouddhistes, quand bien même serait-il constant dans notre existence, cela disparaîtrait en même temps que notre corps-objet à l'heure de la mort. Donc, ils ont dirigé leur attention, disais-je, vers leurs émotions et leurs pensées. D'abord, émotions et pensées fortes, puis, avec de l'entraînement, de plus en plus fines. Il est assez facile d'observer pensées et émotions qui font du bruit, comme quand on se jette dans l'eau d'une piscine pour faire une bombe. C'est plus difficile de prendre conscience de la perturbation infime causée par le moustique qui s'abreuve, comme le fait dans notre esprit une pensée ou une émotion quand elle est lointaine et furtive. Avec une attention de plus en plus précise et toujours détendue, ils ont observé qu'une émotion ou une pensée pouvait en cacher une autre, et que tout avait des répercussions sur le corps et même autour de nous. Toujours équipés du sourire et de la bienveillance, leur attention a appris à dégager ou alchimiser leur négativité, pour nettoyer le corps et le rendre à sa nature énergétique pure. Ils n'emploient jamais le mot du registre du jugement ni de la condamnation. La négativité pour eux, c'est simplement ce qui est inapproprié à la bonne santé physique, psychique et mentale, qui empêche de vivre harmonieusement avec soi, les autres, la nature et la conscience du tout. Cette attention à plus d'harmonie a fait son chemin dans nos sociétés, même en dehors des temps de méditation. Citons l'essor de la communication non violente, plus connue sous le sigle CNV, qui part de l'observation et de l'expression de son propre ressenti dans les relations, plutôt que dans l'attaque d'autrui. Ou encore, citons les écoles d'éducation à une parentalité positive et créative. Ces écoles privilégient l'attention aux besoins des enfants sur l'instant, plutôt qu'une distraction fréquente et l'application de principes déconnectés. Ces écoles vont dans le même sens que les coachs en méditation.
L'idéal est d'aller d'une attention momentanée à une attention constante, installée dans la bienveillance. Certes, une attention momentanée, c'est mieux que rien, mais c'est moins bien qu'une attention constante, puisque le temps de notre passage sur Terre, nous sommes sans arrêt dans ce corps et en interaction avec les autres. L'attention constante prend le nom de vigilance. D'ailleurs, quand les panneaux sur l'autoroute nous appellent à la vigilance en conduisant, ils visent bien la durée. Une vigilance d'1 minute pour une inconscience de 8 heures de voyage serait trop néfaste à la sécurité routière. Remarquons toutefois que les panneaux se répètent comme des rappels à notre dispersion. Les méditants découvrent par la vigilance un mode de vie ouvert, libre et sans image de soi, dans une dimension que le mental et sa pensée leur avaient voilée, celle de la conscience. Pourtant, nous en profitons depuis notre naissance de la conscience. Elle est le seul vecteur de l'attention. Par exemple, nous faisons attention à la mouche sur la table. Enlevons la conscience, toute la conscience, il n'y a plus de mouche. Plus de table, plus personne pour le voir, rien que le noir d'un rien profond. Gardons seulement un peu de conscience. Et nous regarderons machinalement la mouche, sans la voir. Dans 5 minutes, nous aurons même oublié que nous avons partagé un instant de nos existences et le même lieu. Rien à rembobiner dans l'exercice du soir. Mais si nous sommes consciemment attentifs, ce moment existera dans nos vies, et la mouche aussi. Seule la conscience nous permet de nous sentir vivants. C'est pourquoi, quand ils rééduquent leur attention, les méditants aiguisent cette attention et la portent sur des objets de plus en plus subtils. Ils observent qu'entre ces objets il n'y a rien, certes, mais pas le rien de la mort ou du sommeil profond. Expérimentant au contraire une sensation de vie et de plénitude, ils en arrivent à déplacer leur attention de l'intérieur d'eux vers ce qui regarde ces objets, ce qui est témoin et qui est la source de leur contentement d'être. C'est un retournement complet de leur conscience par rapport à l'attention ordinaire et focalisée qui part de soi vers le dehors. Et là, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Rien. Ils ne débusquent pas un quelconque autre poste d'observation localisé, ils ne le trouvent pas même s'ils le cherchent. Ils se rendent compte d'une dimension spatiale, vide, claire. Elle est sans aucun objet puisqu'elle n'a pas de forme. Par conséquent, vu que seuls les objets apparaissent, changent, disparaissent, elle, la conscience, elle est seulement là, libre du temps, sans commencement ni fin, dans un présent constant que les Hébreux ont nommé « je suis » et l'Inde le soi. Incompréhensible. Seulement à vivre. Elle est présence partout et en nous, puisque nous en avons conscience à partir de notre conscience individuelle. Cette présence, dit-il, est remplie d'amour, ou plus exactement, c'est l'amour. Pas cet amour-attachement qui est une sorte de prise de possession de l'autre, contraire à la tranquillité profonde. Car sait-on si l'autre, mari, amant, ami, enfant, si l'autre va rester ? Et combien de temps ? Non, pas cette tension faite des jeux parfois désespérés de nos personnes séparées les unes des autres, mais une énergie universelle, généreuse, chaude et claire, et qui fait l'univers avant, pendant et après lui, sans temps. Ils s'aperçoivent que dans cette dimension où il n'y a plus rien d'autre que l'espace, ils sont plus vivants que jamais. On dit qu'ils se sont éveillés. Il n'y a plus de poste d'observation, ni de focalisation, de cadrage, il n'y a plus de photographe, rien à photographier, et pourtant ils sont là, dans leur dimension infinie, en sécurité. Ils ont trouvé ce que les bouddhistes nomment leur véritable nature, qui ne meurt pas parce qu'elle n'est jamais née. Et cette ouverture n'a pas oblitéré leur conscience relative, leur existence relative. Mais cela encore, c'est une expérience, car que peut dire le mental de l'amour ? Toutes les traditions savent que c'est impossible au mental d'en dire quoi que ce soit. Le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao, disent les Chinois, tandis que les Hébreux interdisent de figer dans la prononciation le nom de Dieu. Alors, comment les méditations
Pardon, excusez-moi, je commence à être fatiguée. Alors, comment les méditants qui tombent en amour de l'amour cherchent-ils à ne plus quitter cette expérience? Par le souvenir de cet état de béatitude d'être et par la vigilance à cette attention particulière à l'infini que le chaman de Castaneda nomme attention seconde. Et désormais, les méditants apprennent la double attention. L'attention à la vie infinie comme à la vie localisée, à la sagesse et à l'amour sans limite comme dans les limites de la matière, jusqu'à se rendre compte de l'unité de tout. Ils font de cette attention leur mode de vie, attentifs au visible comme à l'invisible, de plus en plus conscients dans la conscience. Seulement, l'attention qu'ils apportent au monde n'est plus la même qu'avant cette ouverture. Les éveillés ne sont plus seulement attentifs, mais attentionnés. La dimension de l'amour, de la compassion et de la sagesse infinie brûle à travers eux. Toujours blottis dans l'être, ils ne sont qu'attention, attention au pluriel, et le monde s'apaise et s'éclaire à leur contact. Merci de votre attention, c'est fini. Au revoir.